Benoît Grunemwald, qu'on est ravi de retrouver à nouveau sur le plateau de 01 Hebdo. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ. Ravi. Moi également, ravi de revenir. Et on va parler, donc commenter cette actualité qui a quelques jours, mais qui vit de multiples rebondissements, hein, Jérôme. Ouais. Hein. Aux États-Unis, grand opérateur de pipelines, donc qui alimente une partie des États-Unis. Les États-Unis. L'Ouest ou l'Est L'Ouest, je crois. L'Ouest, Californie. Ah, d'accord. En pétrole et qui a été victime d'un ransomware. Et là, patatras. C'est le drame. Oui. C'est le drame, oui. La distribution d'essence a été quasi mis en stop dans divers États. C'est incroyable cette histoire. Est-ce que, Benoît, vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, remonter un peu le fil du temps et l'histoire ? C'est intéressant de noter que la détection du logiciel qui a permis cette attaque a été implémentée par les éditeurs de sécurité aux alentours du 20 octobre. Donc on n'est pas sur une attaque de type étatique, on n'est pas sur une APT, on n'est pas sur l'exploitation d'un zero day de folie qui aurait fait qu'on n'aurait pas pu s'en protéger. Et le serveur qui a été attaqué est un serveur qui contenait des informations de facturation et qui permettait de savoir à qui et combien on distribuait ce fameux pétrole. Et c'est à cause de cette prise d'assaut sur ce serveur et de l'exfiltration des données, et également du fait qu'on ne savait pas si d'autres serveurs étaient touchés, que la production a été arrêtée. C'est-à-dire que là, le patron des serveurs a dit, vous savez quoi les gars, on va tout arrêter, donc on va tout stopper. Et évidemment, dans ces pipelines, il y a des capteurs, enfin tout ça est géré par de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Eh bien, ça a arrêté la distribution, en fait. Complètement, la distribution complète du carburant. C'est fou. Ouais. Par mesure de précaution. Mais Benoît, vous l'avez dit, cette histoire remonte à octobre. On est en mai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu autant de temps entre cette première détection et l'attaque ? Alors, la première détection concerne les acteurs malveillants, donc DarkSide, qui ont mis au point un logiciel malveillant. C'est le nom du groupe de pirates. Et en fait, ces pirates-là ont utilisé des logiciels que nous, éditeurs de sécurité, avons découverts aux alentours du 20 octobre. Mais l'attaque s'est produite début mai, aux alentours du 6 mai. D'accord. Ça montre bien que le pipeline, qui est un site de production industrielle, en fait, n'a pas la possibilité, comme nous, entreprises ou particuliers, de mettre à jour rapidement ces solutions qui, donc, depuis le 20 octobre, auraient pu être détectées. Donc, vous voulez dire qu'il y a eu un peu une défaillance, légèreté Il y a un temps de latence compréhensible dans l'industrie, mais qui, pour le coup, est préjudiciable. Ouais. Mais ça montre bien aussi qu'on n'est pas sur une attaque de type zero day, généralement menée par des États ou commanditée par des États. Vous êtes en train de dire que ça aurait pu être évité ? Ça aurait pu être évité et ce n'est pas le fait d'une attaque d'une superpuissance. D'ailleurs, c'est bien le business model de DarkSide que d'éditer des logiciels malveillants et ensuite de les mettre à la disposition d'autres cybercriminels. Alors, voilà, c'est qui c'est DarkSide alors DarkSide, c'est un groupe, une bande d'amis, des joyeux lurons, qui éditent. Eux s'amusent beaucoup, je pense. Enfin, moins maintenant que c'est peut-être monté un peu trop haut. C'est-à-dire que eux éditent des logiciels malveillants. Et ensuite, ils ont des opérateurs à qui ils revendent ces logiciels. C'est incroyable. Ils vendent des outils pour faire du mal aux autres. Quoi. Complètement. Ce sont des armes numériques. Complètement. Ce sont des armes numériques. Voilà. Les copains, ils vendent des armes. C'est des bandits. Ce sont des cybercriminels, complètement. Et donc, ils mettent à disposition ces armes numériques pour un certain nombre d'affiliés à qui ils fournissent et entre contrepartie, ils vont récupérer une partie de la rançon. Et il se trouve que ces affiliés ont attaqué certainement un poisson plus gros que ce que DarkSide pensait. Et on a vu la réaction du président des États-Unis, des plus hautes instances des autorités américaines, rebondir. Et là, ils se sont dit, peut-être que l'affilié est allé un peu trop loin, en tout cas pas sur une cible sur laquelle on aurait aimé aller. Oui, parce que là, ils sont maintenant dans l'œil du cyclone, on va dire. Ils vont se prendre le FBI dans le nez. Voilà. Alors c'est que déjà le cas. S'ils avaient visé peut-être des structures plus petites, moins médiatiques, avec moins d'impact, finalement, ils auraient peut-être pu continuer leur business pendant des mois encore. C'est ça le truc. Passer sous les radars, pouvoir faire de l'argent. Alors, du coup, ils ont quand même reçu la rançon de 5 millions de dollars. Oui, parce que là, ça c'est...
Un point important. La compagnie a payé 5 millions. Oui. Malheureusement, donc, il est fortement recommandé de ne pas payer. Ils ont payé. D'ailleurs, l'utilisation de l'outil de déchiffrement n'a pas été très efficace parce que, étant donné que le FBI et les autorités américaines se sont mêlés à l'affaire, ils ont saisi un des serveurs de l'infrastructure de DarkSide et ils ont récupéré une partie des données. Et ils ont pu remettre les données en place plus facilement en ayant récupéré ces données-là qu'en utilisant l'outil de déchiffrement. Ça veut dire qu'en fait, ils ont donné 5 millions pour rien. Pour rien. Ils ont traité alors, est-ce que ça a servi à remonter la piste pour aller chercher les serveurs de DarkSide, de pouvoir suivre le portefeuille électronique et ensuite remonter? Bon, il y a des tractations dans ce genre de situation, il y a des tractations et des négociations. Comment ça se paye, Benoît, ces rançons, là? En crypto-monnaie? En crypto-monnaie, avec des crypto-actifs complètement. Et généralement, on utilise des crypto-actifs qui sont les plus connus, de type Bitcoin, parce qu'il est plus facile de s'en procurer. Et ensuite, il y a tout un mécanisme mafieux, habituel, de blanchiment du cryptoactif. Et donc, on voit qu'il y a des mécanismes où on va utiliser un premier cryptoactif et ensuite le transformer dans d'autres moins faciles à Donc, c'est très difficile de faire du tracing, en fait, de cet argent qui circule. À partir du moment où on paye, on ne sait pas trop où ça va, c'est ça ? Alors, je ne serais pas aussi catégorique parce que récemment, la gendarmerie française a formé plus d'une dizaine de gendarmes au suivi de ces cryptoactifs. D'accord. Donc, c'est compliqué. C'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et c'est pour moi, dans le processus de blanchiment d'argent, il y a toujours de toute façon un moyen d'aller plus loin dans la recherche. Alors, ils ont payé et vous dites qu'ils n'auraient pas dû. C'est la consigne de ne jamais payer? C'est la consigne, tout à fait. C'est la consigne donnée par Guillaume Poupard, notamment, par l'État. Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'Agence française de sécurité informatique. Complètement. Nationale. Complètement. Et on sait également que certaines cyberassurances mettaient dans leur police le fait qu'ils pouvaient payer la rançon. Et donc, certains assureurs ont fait marche arrière et ont dit qu'ils allaient maintenant ne plus prendre en charge le paiement de la rançon. Notamment AXA, AXA, qui a décidé de ne plus rembourser. De ne plus couvrir ce risque-là, les rançons. Complètement. Ce qui ne veut pas dire que la cyberassurance est inutile. Alors, cette histoire de pipeline, elle est énorme, bien sûr. Ça mériterait une série sur Netflix, cette histoire-là. Mais cela dit, des ransomware, ça arrive à des structures beaucoup plus petites. Complètement. Françaises notamment, des TPE, TME. On l'a vu aussi dans des cliniques, des hôpitaux, etc. En quelques secondes, Benoît, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Quels conseils pourriez-vous donner à tous ceux qui nous regardent pour éviter d'attraper cette cochonnerie? Le premier conseil, et c'est directement lié à cette affaire, c'est de mettre à jour ces systèmes d'information. Donc si on est en train de regarder cette émission et qu'on a son smartphone ou qu'on a son ordinateur, eh bien, il faut se demander si celui-ci n'a pas besoin d'être mis à jour. Et ça vaut finalement, comme on est en train de se transformer numériquement, ça vaut pour tout ce qui nous entoure. Et du coup, moi, régulièrement, je me repose chez moi et je dis, tiens, là, j'ai un objet connecté, est-il mis à jour, est-il sécurisé, a-t-il le droit d'aller sur Internet ? Et finalement, prendre conscience de ce qui nous entoure et de le protéger, en prenant conscience, permet déjà d'aller beaucoup plus loin dans sa cybersécurité. Voilà, il faut être vigilant sur les mises à jour, parce qu'évidemment, ces mises à jour comblent souvent des failles de sécurité. Elles ne font pas qu'améliorer le produit. Apportent des fonctionnalités nouvelles, mais également comblent des vulnérabilités. Le problème souvent dans les hôpitaux qui ont été beaucoup victimes de ça, c'est que si vous mettez à jour l'OS, il y a des applicatifs qui ne tournent plus, donc l'hôpital ne marche plus. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas à jour et c'est pour ça qu'ils se font attaquer. Et c'est certainement ce qui est arrivé au pipeline, le process industriel qui doit coûter des millions, qui a été développé sur une plateforme, exactement, et ça coûte certainement des millions pour le mettre à jour. Donc il faut pouvoir... la cybersécurité, c'est toujours une balance, un équilibre à trouver entre le risque et les dommages. Tout à fait. Passionnant, tout ça. Passionnant. Sincèrement, alors effrayant, mais passionnant. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Benoît Grunenwald, donc expert en cybersécurité chez EZ. Alors, on se retrouve le mois prochain pour commenter encore l'actu, qui, espérons-le, sera plus calme. Mais ce n'est pas certain, Jérôme.